Bonjour à vous, bienvenue. Il est 12h30. On va commencer ce webinaire. Je suis Gaëlle Violet, je suis responsable de projet en prévention promotion de santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Et donc, merci de votre participation à cette 15e session consacrée aux eaux du robinet, aux eaux en bouteille. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre d'un projet qui est coporté par la Mutualité française Pays de la Loire et l'ARS sur la feuille de route du plan régional santé-environnement 4 à destination des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. Mais je pense que vous êtes des acteurs venus de plus larges horizons. Et donc, cette série de webinaires a pour objectif de vous apporter des informations qui sont sourcées, fiables et souvent issues des dernières recherches sur les thématiques que nous traitons, mais également de vous outiller en tant qu'acteur qui peut accompagner les parents, futurs parents, et répondre à leurs questions par des recommandations adaptées aux risques sanitaires. Donc, je vous le disais, vous êtes très très nombreux à vous être inscrits sur cette session parce que effectivement l'eau a fait l'objet d'actualité ces quelques derniers mois qui peuvent être inquiétantes. Et pourtant c'est l'aliment le plus contrôlé qui est en France. L'objectif de ce webinaire sera donc de vous apporter des informations qui sont décortiquées et vous permettent de lire plus facilement l'actualité. Donc, ça sera un peu technique et ça sera au-delà parfois de certaines simplifications. Mais nous aurons aussi dans ce webinaire un temps où on va un peu récapituler les grandes recommandations qu'on peut avoir à destination de la consommation des eaux du robinet en bouteille pour les femmes enceintes, allaitantes, les nourrissons. Voilà. Donc, j'ai dit rapidement que je travaillais à la Mutualité française. Vous voyez s'afficher ce qu'est la Mutualité française. Donc, c'est un mouvement social, un mouvement d'économie sociale qui rassemble des complémentaires santé, mais aussi des services de soins et d'accompagnement depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Et moi, je travaille plus particulièrement au service prévention. Alors, pour répondre à ces questions et ces inquiétudes autour des eaux, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Viaille, qui est ingénieure sanitaire à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, en charge des contrôles de l'eau, et Camille Savary, qui est enseignante-chercheuse toxicologue au CHU d'Angers et qui a fait partie des travaux du groupe technique sur l'eau. Et pour m'aider aussi dans leur remontée des questions que vous pourrez formuler à l'issue de ce webinaire, Brunil Duhaut, qui est mon homologue, ma collègue. Donc, merci à vous trois. Avant de passer la parole à nos intervenants, petit point technique. Donc, le webinaire va durer en tout à peu près 1 heure. Il y aura 3/4 d'heure d'intervention. À l'issue des interventions de nos spécialistes, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet qui se trouve normalement en bas de votre écran et qui s'intitule QR. Vous avez, symbolisé par une petite bulle avec un point d'interrogation. Donc, je vous invite vraiment à poser les questions dans QR et pas dans le chat. Le chat sera réservé pour des éventuels échanges entre vous, mais nous ne lirons que les questions dans le QR. Voilà, si tout est bon pour vous, eh bien, je vais passer la parole pour l'introduction du sujet à Valérie. Bonjour à tous. Du coup, avec Camille Savary, on va vous faire une présentation en 3 temps. Un peu les informations générales sur les différents types d'eau, le contrôle sanitaire. Ensuite, une démarche plus pour vous aider à mieux appréhender l'évaluation des risques sanitaires pour les paramètres dans l'eau potable.
On fera un focus sur les paramètres qui sont d'actualité pour vous aider justement à décrypter un petit peu cette actualité, ce qu'il faut retenir ou non, et comment la comprendre. Et en dernière partie, c'est des conseils en fait pour répondre aux questions qu'on a pu avoir sur quel type d'eau utiliser, notamment pour les femmes enceintes et pour la préparation des biberons. Alors, donc du coup, la première partie sur les informations générales. Du coup, Camille, tu peux passer à la suivante. C'était juste pour vous dire un peu les missions de l'ARS dans le domaine de l'eau potable. Donc, l'ARS, elle intervient sur la santé-environnement avec une casquette de prévention. Donc, c'est notamment le PRSE qui était cité tout à l'heure. Mais il y a aussi une casquette un peu plus régalienne dans laquelle on va pouvoir inclure l'habitat, l'eau et d'autres thématiques aussi riches les unes que les autres. Sur la partie eau, notre mission, en fait, c'est la sécurité sanitaire de tous les citoyens. Et pour ça, on intervient dès la conception des projets, donc au niveau de l'autorisation des points de captage et des filières de traitement. On intervient aussi sur la partie contrôle sanitaire, donc le suivi de l'eau, de la source jusqu'au robinet des consommateurs pour l'eau potable et de l'eau embouteillée également, on en parlera tout à l'heure avec l'analyse bien sûr des résultats et la mise en place d'actions si jamais il y a des situations qui nécessitent des restrictions d'usage de l'eau. Et ensuite, toutes nos données sont rendues publiques et elles sont bancarisées et synthétisées. Tu peux passer, voilà. Donc, les différents types d'eau, j'en parlais, il y a effectivement l'eau en bouteille, donc l'eau conditionnée, dans laquelle on va intégrer l'eau minérale naturelle, l'eau de source, l'eau rendue potable par traitement. Et puis à côté de ça, on a l'eau du robinet, qui est celle qui arrive chez vous à votre robinet et qui est transportée donc dans différentes canalisations et fait souvent l'objet d'un traitement, notamment un traitement de désinfection pour garantir la sécurité sanitaire sur le plan microbiologique. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, il y a des directives européennes qui viennent préciser les actions engagées au niveau de l'eau potable. La dernière en date, elle est de 2020. Elle a été traduite en droit français en 2022. Et elle a un vrai souci de renforcer la sécurité de l'eau de manière générale et donc la sécurité des citoyens. Pour ça, il y a de nouvelles normes, on en parlera un peu tout à l'heure. Il y a aussi une approche renforcée qui est demandée aux producteurs d'eau dans une logique HACCP. Donc, c'est une analyse des dangers par rapport à une connaissance fine de son d'installation, de distribution, de production, pour éviter tous les dangers et les supprimer. Donc c'est un peu la même logique en fait que ce qu'on peut avoir en agroalimentaire. On a aussi eu des nouvelles dispositions sur tout ce qui est matériaux en contact avec l'eau et également des axes de renforcement de la communication des populations. Donc c'est un vrai sujet qui a fait l'objet de nombreuses années de travail au niveau européen. Tu peux passer, Camille. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle une multitude de paramètres. On peut distinguer deux grandes familles. Les paramètres microbiologiques, donc c'est tout ce qui est témoin de contamination fécale et qui peut être plus à l'origine de problèmes de type gastro-entérite. Par exemple, c'était le sujet prédominant à Mayotte à l'issue du cyclone. Une partie de mon équipe qui allait sur place, voilà, c'était la sécurité d'un point de vue microbiologique pour que les personnes puissent boire de l'eau. Après, on a toutes les familles de paramètres physico-chimiques dans lesquels on va retrouver la couleur de l'eau, sa saveur, la dureté, mais aussi les nitrates, les pesticides. Et dans le cadre de la directive que je citais tout à l'heure, on élargit en fait notre champ de recherche puisque du coup vont être rendus obligatoires la recherche des PFAS qui font pas mal l'objet de l'actualité en ce moment, mais aussi des nouveaux perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, etc. Euh, sur l'eau, en fait, on peut aussi chercher dès lors que nos laboratoires sont en capacité de développer des techniques analytiques qui soient fiables. Donc, du coup, nous, on demande un haut niveau à nos laboratoires. Ils doivent être accrédités sur les paramètres. Et juste pour votre information, en fait, l'eau, ça fait presque un siècle en fait qu'on connaît et qu'on suit la qualité de l'eau.
on voit bien qu'il y a d'autres milieux, comme par exemple l'air, où c'est tout récent. Ça fait à peine une dizaine d'années qu'on commence à rechercher, par exemple, les pesticides dans l'air. Tout ça pour vous dire que c'est aussi la raison pour laquelle on a énormément de données sur l'eau. Tu peux passer, Camille. Alors, si je reviens un peu sur l'eau embouteillée, pour préciser les éléments, donc je vais pas vous parler de l'eau, enfin, je vais surtout vous parler de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source. Donc, ce sont tous les deux des eaux qui sont d'origine souterraine, parce qu'on part du principe que les pompages profonds sont mieux protégés de toutes sortes de pollutions. Donc, une eau souterraine qui est particulièrement protégée justement par rapport à ces risques de pollution, qu'ils soient accidentels, ponctuels, mais qui soient aussi liés à des pollutions diffuses, donc plutôt d'origine industrielle et agricole. Ce sont aussi des eaux qui, dès leur point de puisage, doivent être microbiologiquement saines. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elles ne peuvent pas être traitées et elles ne peuvent pas subir de désinfection. Donc, il faut absolument que d'un point de vue bactériaux, l'eau soit à un haut niveau d'exigence. La différence entre les eaux minérales naturelles et les eaux de source, c'est leur composition. L'eau minérale naturelle, elle est caractérisée par des teneurs en minéraux et en éléments qui leur sont propres. Elle peut être plus sulfatée, plus carbonatée, elle peut être enrichie, enfin, naturellement enrichie en magnésium ou d'autres éléments. C'est pour ça qu'il faut absolument, si vous utilisez un peu d'eau en bouteille, il faut absolument regarder la composition parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à chacun en fonction de ses problématiques de santé ou même aux nourrissons. Pour les nourrissons, il faut absolument qu'il y ait la mention appropriée, adaptée aux nourrissons. Donc, c'est obligatoire sur les étiquettes. S'il n'y a pas cette mention, l'eau en bouteille, quelle qu'elle soit, ne peut pas être utilisée. Tu peux changer, Camille. Alors, l'eau du robinet, qui est 90% en fait de notre temps, puisque en région Pays de la Loire, on n'a que deux sites d'eau de source. Par contre, on a beaucoup d'eau en bouteille, d'eau du robinet. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a un suivi qui se fait à deux niveaux. Il n'y a pas que l'ARS qui assure le contrôle de l'eau, mais il y a les collectivités qui produisent et qui distribuent l'eau. Elles ont un suivi qu'on considère en continu, puisque au-delà de la qualité des analyses, elles vont aussi avoir un suivi quasi quotidien de leur installation de production, dans lequel aussi il y a des analyseurs qui permettent de suivre l'évolution de la qualité de l'eau et anticiper toute situation de dysfonctionnement. Et en fait, c'est cette combinaison et cette complémentarité qui fait que l'eau est l'aliment le plus contrôlé en France. Alors, comment ça se passe concrètement pour la partie RS? Donc, réglementairement, on programme des analyses. Donc, au niveau du pompage, ça peut être des eaux superficielles, donc des cours d'eau, des plans d'eau, mais également des eaux souterraines, donc des forages. On programme aussi des analyses au niveau de la station de traitement pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, et également au niveau du réseau d'eau potable, donc au niveau des châteaux d'eau, mais aussi au niveau de l'eau distribuée. Ces analyses, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est confié à des laboratoires qui sont accrédités et on est sûr du coup de la fiabilité des résultats qui nous rendent. Tu peux passer, s'il te plaît. Là, c'est la synthèse annuelle que l'on réalise à l'ARS. Donc, ça vous donne un peu la cartographie de notre territoire. On a un peu plus de 400 ressources en eau. Euh, En nombre, c'est majoritairement des eaux souterraines, mais par rapport au débit et aux besoins, en fait, les eaux superficielles comblent 50% des besoins, et notamment en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire avec, avec notre fleuve, la Loire. On a des usines de production qui sont réparties sur l'ensemble de notre territoire, qui sont du coup gérées par à peu près 85 collectivités, qui peuvent être soit en régie, donc en gestion propre, soit appuyées par des exploitants, Veolia, SOR, que vous connaissez probablement. Notre contrôle sanitaire par an, c'est plus de 14 000 prélèvements. Donc, en fait, tous les jours de la semaine, le laboratoire sillonne les routes pour faire les prélèvements sur les différents points d'usage.
Au niveau de notre région, pour les paramètres que l'on mesure, on a une eau qui est de bonne qualité. Là, vous avez les chiffres, on est quasiment à 100% pour la bactério. On est à 98% pour les nitrates. Ça fait partie des paramètres qu'on évoquera tout à l'heure, dont je reviendrai dessus. Et au niveau des pesticides, on respecte les normes réglementaires pour 99% de la population en 2023. Tu peux passer, Camille. Alors la question que vous avez probablement, c'est où est-ce qu'on trouve l'information sur la qualité de l'eau que je reçois à mon robinet? Euh, alors, il faut savoir que ça intervient un peu en deux temps. Il y a une information qui est régulière et il y a une information qui est spécifique en situation de risque sanitaire. L'information régulière, vous avez trois sources d'information. Il y a le site du ministère de la Santé qui vous permet d'accéder à tous les résultats des analyses au fil de l'eau. Et l'approche est par commune. Ensuite, annuellement, l'ARS réalise une synthèse de tous les résultats d'analyse. Cette synthèse, vous la recevez en général via votre producteur d'eau et elle est souvent jointe dans le cadre de l'infofacture, en fait, de votre facture d'eau annuelle. Et ensuite, il y a différents bilans. Donc oui, l'infofacture, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas de situation particulière. Par contre, dès qu'on est face à un risque, soit parce qu'il y a eu la pollution d'une ressource ou d'un réseau, soit parce qu'on a un dépassement d'une limite de qualité qui nécessite des restrictions d'usage, euh, vous avez une information, enfin la population générale concernée par ce territoire a une information qui lui est diffusée par la collectivité, en lien avec l'ARS, le préfet et la mairie. Et là, on passe sur des outils de communication plus rapides. Donc, ça peut être directement sur vos numéros d'abonnés, donc téléphone, ça peut être des mails, ça peut être par voie de presse, relayé dans les points clés en fait du territoire. Voilà. Et alors là, je voulais décrypter avec vous un peu l'infofacture, donc la synthèse annuelle. Depuis 2 ans maintenant, elles reprennent cette trame qui a été travaillée par le national, donc par la DGS, en lien avec des associations de consommateurs. Euh, tu peux passer du coup à la... Voilà. Donc, quelle information en fait vous pouvez obtenir? C'est tout d'abord votre zone de distribution. Donc au niveau de l'eau potable, on raisonne pas forcément par commune, mais plutôt par unité de distribution. C'est une zone où la qualité de l'eau est homogène, donc une même unité de traitement avec une même collectivité et un même exploitant. Vous avez aussi des informations sur l'origine de votre eau, si c'est plutôt une eau souterraine ou superficielle, si elle subit un traitement, et si oui, quelle usine, le nombre de la population desservie sur la même unité que vous, et le contact de l'exploitant qui est votre premier interlocuteur si vous avez des problèmes de goût, de saveur ou autre. Sur cette infofacture, il y a aussi un indicateur global de qualité. Cet indicateur, en fait, il agrège 30 familles de paramètres qui sont ceux pour lesquels sont affectées des limites de qualité. Et du coup, il y a une catégorisation en 4 niveaux: eau de bonne qualité, eau de qualité convenable, eau insuffisante et eau de mauvaise qualité. Voilà. Et donc, on ne pouvait pas mettre les 30 paramètres sur la fiche. Donc, il y en a trois qui sont communs à toutes les ARS. C'est les trois premiers: la bactério, donc le risque microbiologique, les nitrates, les pesticides. Et ensuite, les deux autres, on peut rajouter les paramètres en fonction du contexte local, soit parce que on peut avoir eu des dépassements, soit aussi parce que c'est des questions plus d'actualité, soit tout simplement parce que on a, on a opté en lien avec les préfets sur un suivi renforcé sur une molécule pour acquérir plus de connaissances. Voilà, et de manière générale, on met la dureté parce que c'est une question qu'on a régulièrement et comme ça, tout le monde a l'information. C'est bon, Camille. Je reprends la main. Oui. Bonjour à toutes et tous. J'ai juste une petite rectification, Gaëlle. Désolée, je suis pas du CHU, je suis bien de l'Université d'Angers, mais c'est vrai qu'on est à côté.
Je voulais vous parler aujourd'hui de la démarche sanitaire et de l'évaluation du risque pour expliquer ce que on réalise en tant que toxicologue voilà, et vous expliquer un peu les différents paramètres entre limite de qualité et valeur guide sanitaire. On entend beaucoup dans l'actualité, l'eau, elle est dangereuse, le risque, etc. Et du coup, c'est histoire de replacer un peu le contexte. Pour certains paramètres, on va avoir des limites de qualité, et c'est ce qui se passe pour les pesticides et les métabolites de pesticides. Si ce seuil est dépassé, la qualité de l'eau se dégrade, mais ce n'est pas un seuil de risque pour le consommateur. Dans le sens où s'il y a un dépassement de cette norme de qualité, on va se reporter sur des valeurs guides sanitaires, et je vais vous expliquer après comment on les construit. Ces valeurs guides sanitaires, pour les pesticides en tout cas, ça va être un repère temporaire le temps que les solutions soient mises en œuvre pour justement limiter, enfin, retourner à cette norme de qualité. Et cette durée de situation transitoire, elle va être fixée par la réglementation en fonction des polluants. Alors, justement, par rapport au nom de danger et de risque, je voulais juste replacer ce que c'est un danger, est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est une évaluation du risque. Lorsqu'on parle d'une molécule dangereuse, c'est nous, en tant que toxicologue, on va caractériser ce danger par des études épidémiologiques, des études chez l'animal, des études sur les cellules pour étudier les mécanismes. Je vais vous laisser retrouver ce petit schéma qui explique bien les situations. Lorsque là, on est face à un produit dangereux, hein, et encore, tous les produits ne sont pas dangereux, lorsqu'on caractérise un danger important, si derrière, il n'y a pas d'exposition, comme là en situation A, eh bien, le risque sera faible. Or, par exemple, la situation C, où on voit les deux petits personnages baignés dans le danger, eh bien là, on aura une forte exposition et donc un risque élevé. Donc, dans une évaluation du risque, c'est important de caractériser ce danger et de caractériser l'exposition. Et c'est ce qu'on fait dans un groupe de travail. Donc, j'ai eu la chance de participer à des travaux d'expertise à l'ANSES, dans un groupe de travail qui s'appelle Évaluation du risque des EDCH. Alors, vous avez vu ce mot sur les différents diapos, hein, EDCH pour l'eau à destination de la consommation humaine. C'est le petit mot pour dire l'eau du robinet et les eaux en conditionnées. On va, donc, on se réunit en tant que différents experts, donc avec différentes compétences. Moi, la mienne, c'est la toxicologie, mais j'ai eu des travaux avec des chimistes, avec des spécialistes de la qualité de l'eau, des spécialistes de la modification des produits chimiques dans l'eau. Donc, on va s'intéresser à chaque à chaque polluant, contaminant, produit chimique. En fonction de ses caractéristiques physico-chimiques, on va déterminer sur les différentes sources de contamination et le devenir dans l'eau pour connaître quelles sont les voies d'exposition, qui peuvent être multiples. Donc, on va s'intéresser à l'exposition. Donc, on va caractériser l'analyse dans les EDCH. Donc, là, c'est des laboratoires pilotes qui vont mesurer différents paramètres. Ils vont caractériser la contamination des eaux à destination de la consommation humaine pour évaluer l'exposition. Ce qui est important, c'est que dans ce groupe de travail, on va caractériser et prendre en compte l'exposition autre. Puisque certes, un produit chimique peut être présent dans l'eau du robinet, mais ce polluant, il peut être très bien présent dans l'air, dans les sols, dans l'alimentation, etc. Et ce qui est important, c'est de comprendre la part de l'eau dans cette imprégnation. En ce qui concerne nous, enfin, moi, mon profil de plutôt toxicologique, ça va être de caractériser le danger, c'est-à-dire cette molécule, est-ce qu'elle va avoir un danger? Quels sont ces dangers? Est-ce que ça va induire des effets cardiovasculaires, une augmentation du poids du foie, des risques perturbateurs endocriniens, des risques cancérigènes? Donc, à partir de ça, on se reporte sur les rapports institutionnels, mais également sur les nombreuses recherches scientifiques complémentaires. À partir de ces données, on va établir une VTR. C'est une valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire que c'est une valeur pour laquelle on va déterminer, qui va nous rassurer sur le fait qu'on ne va pas avoir d'effet toxique. Et à partir de cette dose-là, on va construire une valeur guide pour l'eau du robinet en y associant la part d'exposition. Alors souvent, c'est 10% quand on parle par rapport à l'alimentation. Et puis, on va prendre en compte la vie entière de consommation d'eau et on va établir une valeur guide qui va être souvent une valeur guide chronique, c'est-à-dire une valeur qui va nous rassurer en tant que exposition sur un laps de temps par l'eau du robinet, enfin par tout type d'eau, la dose qui va nous rassurer sur les effets qui n'en engendrent pas d'effet, la dose sur laquelle il ne faut pas dépasser pour éviter les effets, le risque d'effet. Là, on parle de risque. Alors, on va s'intéresser à quelques paramètres Valérie, qui... excuse-moi de t'interrompre. Juste, est-ce que tu peux redire ce qu'est l'ANSES pour que tout le monde
Ah oui, Sache pardon. bien le rôle de l'ANSES. Valérie, tu veux répondre ou... Euh, Comme tu as travaillé à l'ANSES, vas-y Camille, ce sera peut-être plus simple. Je compléterai Donc, si tu veux. alors, c'est l'agence, j'ai toujours peur de l'acronyme, c'est l'agence de sécurité environnementale et des aliments. Euh, et c'est une entité donc il y a des personnes qui vont travailler au quotidien dans ces instances pour contrôler la qualité de nombreux paramètres comme l'alimentation, mais également les produits du quotidien, certaines conditions de travail. Ils ont également récupéré les cosmétiques, etc. Et en fait, ils font appel à beaucoup de personnes externes, comme moi-même, par exemple, sur le groupe de travail DCH. Où on va se réunir pour se questionner sur des paramètres. Et donc, il y a différents groupes de travail. Là, il y a un groupe de travail qui est spécialisé dans l'eau, donc les EDCH. Il y a également des CES, donc des comités d'expertise scientifique, ou par exemple, il y a un CES-eau qui reprend les travaux du GT-EDCH. Donc voilà, c'est des expertises collectives et indépendantes. Voilà, on ne doit pas avoir de conflit d'intérêts, etc. Ce qui est mon cas, d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir des décisions qui sont extrêmement collégiales et d'expertise scientifique. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si Valérie, tu veux ajouter des éléments. Peut-être juste dire que sur l'eau, vous verrez tout à l'heure, notamment au travers des pesticides, mais aussi sur les PFAS, c'est l'ANSES en fait qui est chargé en fait des études pour définir les valeurs sanitaires maximales, les Hmm. valeurs de gestion, et du coup appuyer aussi la DGS sur ce volet sanitaire. La Mm. Direction générale de la santé. Oui, pardon, la Direction générale de la santé. Oui. Merci beaucoup. Les acronymes. Et c'est vrai que l'ANSES, voilà, il y a plusieurs rôles, donc c'est difficile de tout brasser, mais en tout cas sur l'eau, c'est surtout voilà, l'évaluation du risque lié à Hmm. l'eau. On s'est permis de choisir quelques paramètres qui auraient pu vous intéresser et qui semblent importants également pour le public que vous êtes aujourd'hui pour prévenir voilà, pour les femmes enceintes et les nourrissons. Donc les pesticides et PFAS parce que vraiment on en entend beaucoup parler et c'est important de clarifier le message. Et puis les nitrites et la nitrate parce que c'est important également pour les femmes enceintes. Valérie, je te relaisse la main. Ça marche. Du coup, on a aussi ajouté une slide sur la dureté parce que c'est souvent une question que les gens peuvent nous poser. Alors, c'est davantage lié en fait au problème de calcaire et d'entartrage. Donc voilà, vous avez effectivement la carte. Donc la dureté, en fait, c'est les teneurs en sel dissous de calcium et de magnésium. En soi, le fait qu'une eau présente soit calcaire n'a pas de risque sanitaire, mais c'est plutôt des désagréments, effectivement, par rapport aux machines à laver, etc. Et le message qu'on voulait faire passer, c'est que si jamais vous utilisez un adoucisseur, il doit être utilisé sur l'eau chaude sanitaire et pas sur le réseau d'eau froide, puisque vous verrez tout à l'heure, en fait, il est recommandé de boire une eau qui n'est pas adoucie. Euh, Lorsque l'eau est dite douce, peu calcaire, en fait, elle a des propriétés un peu agressives et ça peut entraîner en fait du décrochage au niveau des canalisations notamment. Du coup, il est recommandé en fait de laisser couler l'eau, mais cette recommandation de laisser couler l'eau avant utilisation, après une période de non-utilisation, elle est valable en tout temps, quelle que soit d'ailleurs la dureté de l'eau. Et il est aussi du coup recommandé, surtout sur les maisons anciennes d'avant 1948, de bien vérifier en fait qu'il n'y ait plus de canalisation privée en plomb, puisque une eau agressive peut avoir tendance à dissoudre le plomb dans l'eau. Voilà pour la dureté. Les nitrates, vas-y Camille. Camille, on t'entend pas. Oui, parce que je pensais que c'était toi qui faisais les Ah oui, nitrates. pardon, je peux la faire. Donc, les nitrates, dans l'eau, on s'intéresse principalement aux nitrates, mais là, sur la fiche effet sur la santé, on a combiné les deux par rapport à un avis récent de l'ANSES qui est paru en 2022. Et du coup, il indique que l'exposition aux nitrates et aux nitrites euh,
il y a des études épidémiologiques qui mettent en évidence une association entre le niveau d'exposition et le risque de cancer colorectal. On verra tout à l'heure des éléments de précision par rapport à l'exposition. Pour qui est de la partie purement eau potable, eau du robinet, en fait, on s'intéresse au nitrate puisque c'est l'apport qui pourrait être plus important. Les nitrites, en fait, on a moins de 1% d'exposition à l'eau potable. Et donc, sur les nitrates, en fait, il y a un enjeu sanitaire pour les enfants de moins de 6 mois. Si la concentration en nitrate est supérieure à 50 microgrammes par litre, il y a un risque, en fait, de maladie bleue. En fait, il y a, ça interagit avec l'oxygène. C'est pour ça que si on dépasse cette valeur, on peut avoir des recommandations d'usage. Ce que nous dit aussi l'étude de l'ANSES, c'est qu'en pratique, la part de la population qui dépasse la dose journalière admissible en nitrate et nitrite est très très faible, hein. C'est moins de 1%. Du coup, tu peux passer à la suivante. Donc les apports, là je reviens bien sur les nitrates, en fait, donc c'est 75 à 80% de l'alimentation. 80% c'est pour les enfants et la boisson, du coup, c'est un quart de l'exposition et ça passe à la moitié lorsqu'on est supérieur à 50 microgrammes par litre. On peut aussi retrouver un peu des nitrates dans les additifs et les conservateurs pour la viande. Euh, pour votre info, les additifs et les conservateurs dans la viande transformée, c'est 99% de l'apport en nitrites. Voilà. Et donc, l'ANSES, en fait, ce qu'elle préconise, c'est une alimentation qui doit être diversifiée en réduisant la consommation de la charcuterie et de la viande rouge. L'ANSES dit aussi que certes, certains fruits et légumes peuvent apporter une part de nitrate, mais pour autant, il est important de continuer à manger une alimentation végétale. En termes de nutriments et de bénéfices, le bénéfice est, est renforcé. Et au niveau de l'eau potable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a un dépassement de la limite de 50 microgrammes par litre, il y a une recommandation pour les femmes enceintes et pour les nourrissons de ne pas consommer cette eau. Pour les valeurs entre 0 et 50, il n'y a pas de restriction d'usage. L'eau est potable pour tout le monde. Et donc, voilà, là, je vous ai ressorti la carte de notre situation en région Pays de la Loire. En fait, on avait deux situations en 2023 où il y avait des dépassements de 50. Il y a eu une information des populations. C'était une dans le secteur de Nord-sur-Erdre. En fait, il y a eu un dysfonctionnement ponctuel sur l'unité de traitement. Et donc, pendant 15 jours, on a eu des dépassements. Mais c'est résolu puisque des travaux ont été effectués. Et ensuite, il y avait en Mayenne, le territoire de Vorbourgeuil, et là aussi, des travaux ont été réalisés et on n'observe plus de situation de dépassement. Donc, en résumé, en Pays de la Loire, sauf situation exceptionnelle, on n'a pas de valeur supérieure à 50 microgrammes par litre au niveau de l'eau du robinet. Ce qui est ressources en eau, c'est différent. Mais voilà, l'eau qui arrive chez vous, elle est conforme et sans restriction. Alors, je reprends la main sur les pesticides. Donc, les pesticides, c'est un mot. Camille, juste parce que c'est vraiment en lien avec l'intervention de Valérie, les sources de contamination nitrate, est-ce que tu peux juste le repréciser? Euh, alors, les sources de contamination de l'eau en général? Non, de nitrate. Oui, en nitrate, juste en nitrate, justement. Oui, alors en fait, au niveau des ressources en eau, c'est essentiellement des anthropiques. Donc, ça pouvait être lié à des dysfonctionnements au niveau de l'assainissement, mais là, la réglementation s'est renforcée et ça peut être aussi lié à tout ce qui est apport agricole. C'est pourquoi, en fait, Merci. voilà, il y a des actions qui sont mises en place à la ressource pour lutter à la ressource. Après, comme je disais, il peut y avoir un écart entre l'eau que l'on reçoit au robinet, qui peut subir un traitement, et l'eau de la ressource qui est bien souvent plus dégradée. Et en fait, c'est soit les principes de dilution de l'eau ou de traitement de l'eau qui permettent qu'on a une eau qui est de qualité et qui peut être bue au niveau du robinet.
Merci beaucoup. Donc, je reprends la main sur les pesticides. C'est un grand mot et souvent, quand on pense à pesticides, on pense à agriculture. Donc, ce qui est utilisé en agriculture, c'est les phytopharmaceutiques qui contiennent les insecticides, herbicides, fongicides. Ils sont appliqués sur les plantes et pourquoi on le retrouve dans l'eau? Puisque par des mécanismes d'infiltration, on va le retrouver dans les nappes souterraines et de ruissellement dans les eaux de surface. Et après, il y a divers mécanismes qui fait que l'environnement est contaminé de manière générale. On parle de substances actives, mais également de métabolites, et c'est ce qu'on va rechercher dans l'eau. Alors, qu'est-ce que sont les métabolites? Ce sont des produits de dégradation de la substance active, du pesticide. En fait, la molécule, elle va se retrouver dans la terre et elle va subir par des processus physico-chimiques des modifications structurelles, par exemple avec l'hydrolyse, lorsqu'elle se retrouve dans l'eau. Les UV peuvent avoir également des effets sur cette molécule, ou encore les micro-organismes ou la plante qui va elle-même modifier la substance. Alors, on entend beaucoup parler des pesticides et des phytopharmaceutiques, auxquels on pense souvent c'est l'agriculture, mais il faut savoir aussi que les pesticides sont utilisés dans d'autres contextes, notamment par exemple pour avoir une belle pelouse, alors même s'il y a une réglementation qui vise à les restreindre, en usage agriculture, en usage vétérinaire. J'ai mis une photo de pomme parce que c'est juste pour illustrer qu'on utilise effectivement des phytopharmaceutiques sur les plantes, mais également post-récolte. J'ai mis un bouquet de fleurs également, parce que vous avez peut-être entendu parler, les fleurs ne sont pas exemptes de contamination de pesticides. D'ailleurs, la réglementation est moins rigoureuse que pour l'alimentation. Donc, lorsqu'on achète des plantes qui viennent de loin, elles ont été également contaminées, enfin exposées à ces molécules. À la maison, on utilise également beaucoup de substances pesticides. Et je vous ai mis également, par exemple, des sprays pour les insectes lorsqu'on a par exemple des moustiques, etc. Pour nos animaux de compagnie, on va utiliser des antipuces, des acaricides. Tout ça, ça fait partie de la famille des pesticides. Alors, juste pour replacer les effets sur la santé, bien sûr, là, ce que je vous montre, ce sont les effets généraux de la santé et ce ne sont pas des effets liés à la consommation de l'eau. D'accord? Je vous parle juste de la grande famille des pesticides et qu'est-ce qui a été mis en lumière comme effet, c'est-à-dire qu'est-ce on arrive à déterminer entre l'exposition et qu'est-ce qu'on a comme risque. Je n'ai pas parlé des maladies professionnelles parce que ce qui nous intéresse, c'est la petite enfance et les femmes enceintes. Donc, en tout cas, une expertise collective de l'INSERM a mis, donc l'INSERM, c'est le laboratoire de recherche sanitaire en santé médicale au niveau national. Donc, des experts se sont réunis et ont établi les liens de causalité entre des expositions et des risques de pathologie. Et lorsqu'on est exposé de manière professionnelle, donc par exemple pour des agricultrices ou des femmes qui vivent dans des milieux, dans des fermes, par exemple, il y a eu des cancers, des leucémies qui ont été décelés chez des enfants de ces femmes fortement exposées à ces pesticides. Il y a également les usages environnementaux et domestiques des petits-enfants et également les pyrétrinoïdes qui ont montré des troubles, par exemple, du comportement. Une exposition donc, pendant la grossesse a révélé chez les enfants à l'adolescence des troubles du comportement. Là encore, on parle de risque, d'augmentation de risque par rapport à la population non exposée. Alors, pour les pesticides, il y a 200 molécules qui sont suivies, donc les substances actives, mais également les métabolites. Ça dépend, le nombre dépend des capacités analytiques des laboratoires, comme vous l'a expliqué Valérie. Ce qui est important de comprendre, donc, c'est que pour les pesticides, on parle souvent de limite de qualité. Donc, lorsqu'une eau est conforme, chaque pesticide va être, ou chaque métabolite pertinent, sera en dessous du seuil de qualité qui est de 0,1 microgramme par litre. Lorsqu'il y a un dépassement de cette limite de qualité, on peut parler d'eau qui va être non conforme, mais qu'il n'y aura pas de restriction d'usage. Cette restriction d'usage, on peut la consommer si on respecte la valeur sanitaire qui est inscrite ici. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ma barre noire ou pas. Et ça cache peut-être. Ta barre noire, non, on Non, voit vous pas. voyez pas la barre noire. Bon, très bien, parce que du coup, Je j'ai vois une barre pas. noire sur l'écran. Si on dépasse ce seuil de qualité de 0,1, on va prendre la valeur guide sanitaire comme référence, le temps du retour à la conformité. Donc souvent, c'est des dérogations, enfin, ça va être un temps de 3 ans avec une dérogation qui va être extensible à une deuxième fois. Donc ça va faire 6 ans. Si on dépasse cette valeur sanitaire, donc par exemple pour le glyphosate, c'est 900 microgrammes par litre,
vous voyez, on est quand même bien au-delà de 0,1 microgramme par litre. Dans ces cas-là, il y aura un risque sanitaire établi et donc il y aura des restrictions d'usage. Alors, désolé, cette diapo est un peu complexe, mais accrochez-vous, on va y arriver. Donc, les métabolites, on parle des métabolites pertinents et non pertinents. Et vous entendez, les médias sont bien accaparés des sujets et ils maîtrisent très bien ce sujet. La substance active, le seuil va être de 0,1. Le métabolite pertinent, il va être de 0,1. Alors, il faut savoir que ce seuil, il est historique. C'est le seuil dans les années 80, on arrivait, c'est le seuil de détection, on arrivait à doser. Lorsqu'on dépasse, pour savoir, il y avait des dépassements de métabolites de pesticides au-delà de 0,1. Et parfois, on se disait, bah, est-ce que c'est pertinent finalement de ce métabolite? Est-ce qu'il représente un risque pour la santé? Est-ce qu'on parle vraiment de mauvaise qualité lorsque ça dépasse ce 0,1? Et donc, un groupe d'expertise a proposé ce schéma de se dire, OK, on va rationaliser le risque. Si la substance, si le métabolite, il a par exemple une activité pesticide, lui aussi il agit il a une activité biocide, eh bien on considérera comme oui, c'est un métabolite pertinent. On va évaluer son risque. Alors il y a différents risques, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on va établir la génotoxicité, la cancérogénèse, l'effet perturbateur endocrinien. Donc si on manque de données, par exemple pour l'activité pesticide et la génotoxicité, ça sera pertinent de facto. Si on a un risque, ça sera pertinent. Une fois que on élimine les risques au fur et à mesure, si on enlève les risques cancérogènes et perturbateurs endocriniens, ou on manque de données, il peut être pertinent ou non pertinent in fine. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Cette pertinence, elle est variable dans le temps. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du chlorothalonil. Donc, le chlorothalonil, c'est la substance active. Il y a deux métabolites on retrouve dans l'eau. Donc, le chlorothalonil, alors ils ont des petits noms à chaque fois sympathiques. Donc, R417-888, 888, et puis un autre 811. Il y en a un qui est non pertinent et un autre qui est pertinent. Et là, ça a évalué dans le temps on a reçu des données supplémentaires qui nous ont permis d'établir la non-pertinence avec le fait qu'il n'y ait pas de risque sanitaire pour la santé des consommateurs. Sachant que les non pertinents, le seuil passe de 0,1 à 0,9. Le 0,9, il a été choisi puisque, pour faire simple, il n'y a pas de molécule, quand on enlève les risques ici, il n'y a pas de molécule à plus de 0,9 qui représente un risque. Donc, s'il y a des questions, je pourrais revenir dessus. Valérie, je te laisse la main. Donc, comme pour les nitrates, ça c'est la carte de l'eau distribuée en région Pays de la Loire en 2023. On sera sur la même tendance en 2024. Donc effectivement, on a eu peu de situations de non-conformité en région, donc de dépassement de 0,1. On a eu peu de situations aussi des dépassements de 0,9 et on n'a jamais eu de situations qui ont dépassé les valeurs sanitaires. Donc tout à l'heure, il y avait une petite bande avec vert, orange, rouge. Donc on n'a jamais été en situation qui nécessitait une restriction d'usage de l'eau. Alors, on va parler des PFAS, parce que ça défraie la chronique. On vous a mis quelques articles de journaux. Alors, on va expliquer ce que c'est les PFAS. Donc, les PFAS, ce sont des molécules chimiques qui comportent des atomes de carbone qui sont saturés en ion fluor, ce qui leur confère différentes propriétés qui fait qu'ils sont extrêmement solides et qui implique une persistance dans l'environnement. C'est pour ça qu'on parle souvent de polluants éternels. Alors, ils ont de nombreuses propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes, ils résistent à la forte chaleur, et c'est ce qui fait qu'on les utilise largement depuis les années 50. On en retrouve dans les textiles imperméables, donc par exemple dans euh, les nappes, les vêtements de sport, les emballages alimentaires. Là, je vous ai mis par exemple les pailles et éventuellement les emballages de nourriture à emporter, voilà, pour supporter le gras ou l'eau. On va avoir un revêtement en PFAS. On les retrouve dans les anti-adhésifs de papier, dans les mousses anti-incendie, dans les ustensiles de cuisine, donc notamment dans les poêles et dans les ustensiles, les cosmétiques, certains dispositifs médicaux et également des produits phytopharmaceutiques, puisque des pesticides sont également des PFAS. Alors, les risques pour la santé, donc les PFAS, ça représente des milliers de molécules, donc c'est difficile de connaître les effets de chaque molécule et surtout les effets sont variables d'une molécule à l'autre.
par exemple, les deux molécules qui ont été interdites depuis un certain nombre d'années, donc le PFOS et le PFOA, sont cancérogènes 1 pour le PFOA et donc considérés cancérogènes pour l'homme et cancérogènes 2B, probable, enfin peut-être cancérogènes pour l'homme pour le PFOS, pardon, sur la base de données surtout animales. On retrouve une toxicité hépatique et rénale, une réponse immunitaire diminuée à la vaccination lorsque les personnes sont fortement imprégnées au PFAS, une augmentation du taux de cholestérol et puis des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, avec un faible poids à la naissance. Donc là encore, je vous montre ces effets. Ce sont des effets qui sont généraux liés à l'exposition au PFAS et pas forcément liés à une consommation d'eau qui contamine. Je tiens à préciser. Ce sont les effets généraux. Les PFAS, la contamination lorsqu'on retrouve une contamination des populations au PFAS, la première source d'exposition, c'est alimentaire. C'est alimentaire avec ce qui a été déterminé par des études alimentaires où on en retrouve dans les œufs, dans le poisson et dans la viande. C'est là où on en retrouve le taux le plus important. L'eau du robinet, d'après l'étude ANSES en 2015, la part hydrique d'une exposition, elle va être pour 3 PFAS de 23% chez les adultes et 17% chez les enfants. Et pour 11 autres PFAS, elle va être très faible puisqu'elle va être considérée entre 1 et 9% pour les adultes et 1 et 6% pour les enfants. Une étude, et ça me semblait important de le qualifier, alors là, par exemple, une étude nationale de santé publique au Québec précise que la source est essentiellement alimentaire, mais essentiellement en lien aussi avec les emballages alimentaires. Donc les emballages peuvent être aussi également une source de contamination. Elle met aussi en lumière le fait que nous sommes également exposés, une des principales sources, ce sont les cosmétiques et l'eau, bien évidemment. Alors, les PFAS, il y a encore beaucoup d'interrogations et il y a beaucoup de choses qui vont arriver là d'ici cette année et l'année prochaine. Donc, l'ANSES a de nombreux travaux en cours. De manière générale, elle détermine la contamination des PFAS dans les eaux, dans les aliments, dans l'air, dans les poussières, notamment les expositions professionnelles qui sont les plus importantes pour les personnes qui travaillent dans les industries produisant des PFAS, les sols et les produits de consommation. Donc là, il y a une étude qui est en cours et qui apparaîtra fin 2025. Pour l'eau de consommation, vous avez 34 PFAS qui sont dosés entre 2003 et 2026, qui sont explorés par un laboratoire de l'ANSES d'hydrologie, donc c'est à Nancy, qui fait une campagne donc, de dosage de 34 PFAS. Et dans les aliments, il faut savoir que l'ANSES a également un contrôle sur l'alimentation. Il y a eu plusieurs, vous les retrouver sur Internet, les études d'alimentation totale, c'est avec la contamination des aliments. Et là encore, on retrouve les PFAS font partie de l'étude alimentaire totale I3 et les résultats sont attendus en 2026. Il faut savoir qu'il y a un plan national interministériel qui a été publié l'année dernière également, qui vise à améliorer les connaissances des contaminations, mais pas que, également améliorer les dosages, enfin, les capacités analytiques des laboratoires, etc. Et bonne nouvelle, depuis la semaine dernière, il y a une loi qui vient d'être votée visant à protéger la population des risques aux substances, donc aux PFAS, en limitant et interdisant la présence de PFAS dans certains objets de consommation. Merci Camille. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour les questions. Ouais, Du coup, il faudra aller sur la synthèse des recommandations pour le public. Je sais que le sujet est important, tout à mais fait. mm, Ouais. Alors, celle-là, je la fais en moins de 30 secondes. C'était juste pour vous dire que les PFAS, ça fait partie des nouveaux paramètres que j'évoquais au tout début qui vont être recherchés dans l'eau potable. L'obligation est 2026. On a une norme pour 20 PFAS. Ces 20 PFAS qui ont été choisis au niveau européen. Et on a commencé, on a un peu anticipé la recherche en Pays de la Loire et pour l'instant, on a une eau qui est conforme et on quantifie quasiment pas de PFAS dans l'eau de la région. On a couvert un tiers de notre territoire là, pour l'instant. ça valait le coup de 30 secondes de bonnes nouvelles. Oui. Alors, quelques conseils pratiques pour savoir eau en robinet versus eau en bouteille. Juste pour replacer un petit peu, l'eau en robinet est quand même bien moins chère puisqu'elle est 100 à 400 fois moins élevée, onéreuse que l'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle n'est pas exempte de contaminants, donc même si elle est contrôlée, on retrouve certains pesticides et métabolites et certains PFAS. Donc, il y a moins de transparence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve également des nanos, des microplastiques dans ces bouteilles.
qui ont également, donc dans ces microplastiques, on trouve des phtalates, des bisphénols, etc. Donc, elles ne sont pas exemptes d'effets notamment. L'impact à ne pas négliger dans un contexte de One Health, d'impact environnemental des eaux embouteillées, hein, qui est important et qui se retrouve finalement à un moment donné dans l'environnement, puisque finalement 15% des eaux des plastiques est réellement recyclé. En ce qui concerne les conseils pratiques, Valérie, je te laisse la main ou tu veux que je... Euh, je peux. Vas-y. Du coup, donc là, c'était pour la population générale. Et en fait, l'eau du robinet, elle convient à tout le monde. Sauf exception particulière, c'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est s'il y a une situation de non-conformité avec une restriction d'usage. Et là, vous avez l'information. Euh, Il y a aussi, si vous vous déplacez, c'est toujours utile d'aller chercher l'information sur la synthèse de l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est accessible maintenant sur Internet et sur tous les sites des ARS. Donc, où que vous alliez, vous pouvez avoir cette synthèse annuelle et ça vous donne un peu la température. Et après, l'ANSES, du coup, a défini quelques recommandations. Donc, c'est de l'eau froide que l'on doit tirer, y compris pour la cuisson, hein. On ne met pas de l'eau chaude de son robinet pour faire chauffer plus vite les pâtes. Parce qu'en fait, l'eau chaude peut être enfin, composée d'aliments un peu plus indésirables. Donc, on est bien sur de l'eau froide, non filtrée. On vous parlera des carafes tout à l'heure, non adoucie. Et après un certain temps de non-utilisation du réseau, laisser couler l'eau. Ça peut être le matin, le premier réflexe, c'est de tirer la chasse d'eau, par exemple, dans son appartement ou sa maison. Ça permet en fait d'avoir cette petite purge avant d'utiliser l'eau. Et après, il y a différentes recommandations aussi de l'ANSES sur la nature des matériaux pour conserver l'eau. Donc, plutôt du verre ou de l'inox et éviter le plastique. Bon. Et donc pour les enfants et les nourrissons, donc pour tout ce qui est usage en crèche ou à la maison, l'eau du robinet donc convient, sauf situation de dépassement particulier, et c'est là où il y a l'information à recueillir. Euh, L'ANSES recommande aussi, voilà, je l'ai pas remis là, c'était dans les familles. Voilà, si l'eau, euh, il faut vraiment la conserver dans les meilleures conditions, notamment si vous utilisez de l'eau embouteillée. L'ANSES recommande de la conserver. Dès qu'une bouteille est ouverte, c'est de la conserver au frigo et l'utiliser dans les 24 heures. Et comme je disais tout à l'heure, si jamais vous utilisez de l'eau embouteillée, il faut absolument qu'elle convienne aux nourrissons. Donc réglementairement, il y a des dispositions. Je pourrais vous redonner le lien vers l'arrêté. Et c'est obligatoirement marqué sur l'étiquette. Et là aussi, comme on disait tout à l'heure, éviter tous les contaminants en plastique, même si c'est très pratique, mais plutôt préférer les biberons en verre. Et si vous pouvez pas faire autrement que d'utiliser des plastiques, surtout ne pas chauffer dans le plastique et ne pas chauffer au micro-ondes. Voilà, sur les carafes, vous pourrez lire, mais en gros, l'ANSES ne recommande pas forcément l'utilisation de carafes et c'est complètement déconseillé en fait pour l'alimentation des nourrissons et donc la préparation des repas parce que ça dépend effectivement. En fait, une carafe peut venir dénaturer un petit peu la qualité de l'eau par rapport à certains minéraux qui sont utiles pour la croissance des nourrissons. Et puis surtout, il y a tout le risque microbiologique si c'est mal entretenu. Voilà. Alors, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Gaëlle, mais je finis très rapidement. L'idée, c'était de replacer un petit peu dans le contexte le risque de l'eau. Bien évidemment, vous l'aurez compris, avec toutes les expositions, le principal façon de préserver l'eau, c'est de préserver la ressource. Et ensuite, c'est de rationaliser un petit peu l'apport de l'eau. Les sources, elles sont multiples. On a via l'alimentation, l'air, l'eau, bien sûr, les produits de consommation, les cosmétiques qui jouent un rôle important dans l'exposition, les jouets, les aires de jeu pour les enfants. Donc, l'objectif, ça va être de rationaliser le risque et surtout de limiter l'imprégnation pour limiter ce risque, pour éviter l'exposome interne et limiter le risque de développer des effets sur la santé. Et ça me paraissait important de replacer le contexte et si les gens s'interrogent sur l'eau, c'est très bien, ça veut dire qu'ils ont conscience qu'ils vont peut être exposés à des produits et de replacer les différentes sources avec une approche donc sur l'alimentation. Donc l'idée, c'est de varier l'alimentation pour éviter l'accumulation de tel ou tel
produits, de manger des aliments vrais, donc en gros, c'est la règle des 3 V, limiter les aliments ultra transformés, déjà parce qu'en termes, ils ont des effets également néfastes sur la santé, mais également avec de nombreux emballages qui contiennent un transfert des molécules des emballages vers l'alimentation, de végétaliser l'assiette le plus possible, c'est très vraiment favorable, de limiter la viande transformée et la viande rouge. Alors, complété par une approche de VLS, c'est-à-dire de privilégier les aliments de saison, locaux et biologiques. Les cosmétiques, le moins c'est le mieux. On sait que les femmes enceintes, par des études de comportement, utilisent plus de cosmétiques en moyenne que les femmes non enceintes. Donc, c'est de privilégier, enfin, de limiter au maximum, d'acheter, éventuellement d'utiliser une application. Alors, voilà, j'en propose une, mais il en existe plusieurs. Et à défaut, d'utiliser des labels de confiance. C'est pas parce que c'est vendu, par exemple, en pharmacie, que c'est en toute confiance. Il faut que ça soit labellisé, c'est un gage de confiance sur la contenance de ces molécules, enfin, de ces produits. Je pense par exemple aux vernis, hein, les vernis, on Mm. est sur des sources de Ouais. contamination chimique. En termes d'intérieur, pensez au tabac, je me permets parce que souvent, il y a une étude qui montre aussi que les femmes enceintes, il y a beaucoup, qui voient beaucoup de professionnels de santé et chacun se renvoie un peu la balle. Et finalement, il y a beaucoup de femmes enceintes à qui on n'a jamais posé la question est-ce qu'elles fumaient ou est-ce qu'elles étaient en contact avec le tabac. Donc attention à cette source qui reste une source importante de contamination. Et ensuite, limiter les sources de pollution dans l'air intérieur. Donc, les produits ménagers, c'est pareil, il faut qu'ils soient labellisés le moins possible ou le plus simple possible. Attention aux produits de bricolage, notamment bah, lorsqu'on prépare la chambre de bébé. Éviter les sprays, même dits naturels, hein, les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sain. Au contraire, il peut y avoir des actions puissantes et notamment de perturbateurs endocriniens. Éviter l'encens, éviter les bougies parfumées. Consulter le site des premiers jours hein, qui englobe de Mm. nombreux conseils généraux. Et s'il y a un conseil, c'est d'aérer 10 minutes par jour, le matin et le soir. Ça permet d'évacuer les polluants, de limiter l'humidité et de réduire la transmission des virus et d'aspirer, puisqu'on sait que les contaminants s'accumulent dans les poussières dans les maisons. Et c'est à ce niveau-là que les enfants, par le contact main-bouche, peuvent se contaminer de manière importante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolée pour le temps. Merci beaucoup, Mais important Camille. de recontextualiser. C'est ça. On voulait replacer l'eau par rapport aux autres contaminants. Brunide, je crois que nous avons de nombreuses questions. Euh, Valérie et Camille, est-ce que vous pouvez dépasser un peu de votre Oui, bien côté? sûr. Moi, je suis disponible. Valérie, est-ce que pour toi c'est possible? Oui. Alors, merci beaucoup. Et puis, d'avance, on s'excuse auprès des internautes qui devront partir. Un replay sera disponible sur notre site internet. Brunine, je te laisse la parole pour la remontée des questions. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, il y a énormément de questions, donc on va essayer d'y répondre. Alors déjà, concernant l'eau pour les nourrissons, est-ce que vous pouvez donner les normes nécessaires pour qu'une eau minérale ait la mention alimentation du nourrisson? Quelles sont les normes? Alors, du coup, il y a un arrêté qui définit ces normes, c'est l'arrêté du 14 mars 2007 qui a été modifié donc suite à la directive européenne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a, enfin, au niveau de l'eau minérale et de l'eau embouteillée, il y a un accent très fort sur la qualité microbiologique parce qu'il n'y a pas de désinfection possible, donc il faut qu'il soit exempt de germes. Et ensuite, au niveau des paramètres physico-chimiques, il y a des normes qui sont proches de celles de l'eau potable et d'autres qui sont plus contraignantes. Donc, ça va être notamment par rapport à certains minéraux et aussi pour les nitrates, par exemple. La concentration pour l'eau embouteillée pour les nourrissons, elle est à 10. Mais on pourra vous remettre bien les différents articles et arrêtés. D'accord, merci beaucoup. Il y a une personne du coup qui travaille en crèche et sur son infofacture qui est notée en 2023, sa commune est classée C, donc non consommable pour les femmes enceintes plus nourrissons de moins de 23 mois. Et donc du coup, par contre, sur le site internet de santé.gouv, toutes ces données sont bonnes en 2024.
Mais du coup, elle ne sait pas si elle doit quand même tenir compte de son info-facture de 2023 ou prendre en compte les données de Santé Gouv en 2024. Quels conseils vous pouvez lui donner? Est-ce qu'elle doit consommer de l'eau en bouteille ou non? Alors, du coup, la synthèse annuelle, c'est la synthèse de l'année passée. Euh, donc la donnée, elle est importante pour l'eau que l'on a consommée. Les résultats au fil de l'eau sont ceux à suivre puisque c'est l'état, c'est la qualité à date. Après, s'il y a des questions, elles peuvent être posées à la collectivité pour essayer de comprendre. Là, je ne sais pas quel était le territoire, mais si c'est le territoire de Nord-sur-Erdre, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était un incident technique au niveau de l'usine qui a été résolu, il n'y a plus de problème. Et le deuxième territoire, c'était en Mayenne, donc c'est Courcité, Villemorin, Viamartin. Et du coup, là aussi, les travaux ont été faits et désormais, on a une eau qui est conforme. Voilà, j'ai pas connaissance d'autres situations de passement en région. Cette dame ne l'a pas précisé. Donc, merci en tout cas pour Mais ta elle pourra au pire réponse. nous redire et on pourra lui préciser. Ok, très bien, merci. Alors, concernant les perturbateurs endocriniens, vous aviez parlé qu'il y aura des contrôles un peu plus importants. Quels sont les perturbateurs endocriniens qui seront recherchés dans l'eau en 2026? Alors, il y a le bisphénol A, il y a l'œstradiol et le nonylphénol. D'accord, ce sont des perturbateurs endocriniens qui, pour l'instant, ne sont pas analysés. En partie. Non, en fait, du coup, Euh, pour pouvoir aussi rechercher des paramètres, ça dépend d'éléments qui viennent aussi du niveau européen, d'éléments de l'ANSES aussi. L'ANSES réalise des campagnes exploratoires régulières et c'est en fonction de tous ces indicateurs qu'on définit un peu une liste de paramètres à rechercher. Euh, et, et voilà, donc ça a été une volonté là, en tout cas, d'étendre à ces paramètres-là. D'accord, merci. Alors, concernant aussi les perturbateurs endocriniens, j'avais également une note. Donc, concernant la pollution chimique, donc pesticides, j'ai bien compris que l'eau du robinet et l'eau embouteillée étaient toutes les deux contaminées. Les concentrations en contaminants sont-elles globalement du même ordre de grandeur que pour ces deux types d'eau? Euh, Alors, elles sont pas forcément toutes contaminées. On a quand même des ressources en eau où on ne quantifie pas, que ce soit au niveau potable ou embouteillé, il y a des ressources qui sont exemptes de pollution. On quantifie pas de pesticides ou de pollution d'origine anthropique. Euh, mais c'est vrai que la majorité des ressources sont quand même concernées. Après, au niveau eau embouteillée, dès que ça dépasse un certain seuil, les lots sont bloqués et retirés du marché. Et au niveau de l'eau du robinet, on s'assure donc que ce soit conforme. Et si jamais c'était pas conforme, il y a vraiment cette approche par rapport aux valeurs sanitaires maximales. Euh, et du coup, on a aussi un peu une approche effet cocktail puisque on a une limite pour une molécule, mais on a aussi une limite pour la somme des molécules que l'on recherche, ce qui nous permet en fait, voilà, d'être quand même assez précis sur les mesures de gestion. D'accord, très bien, merci. Pardon, Euh, juste pour préciser, c'est que euh, globalement, enfin, dans l'actualité, on parle beaucoup de la situation dégradée des ressources en eau et c'était la diapo que présentait Camille. Il y a un vrai enjeu de protection des ressources. Ça vient toucher le comportement de chacun, la manière dont on consomme, la manière dont on fait nos rejets de différentes substances, les produits chimiques qu'on peut utiliser à la maison. Il y a l'agriculture, l'industrie aussi. Euh, pour l'instant, il y a effectivement les filières de traitement qui peuvent être du charbon actif pour les pesticides et les PFAS, la dénitritation pour les nitrates, euh, voilà, la désinfection pour le risque microbiologique. Et en tout cas, grâce en fait au travail au quotidien des collectivités, on arrive à avoir une eau qui est potable et sécurisée d'un point de vue sanitaire au robinet. En tout cas, dans notre région, comparé à d'autres régions où ils ont plus de problématiques.
Donc, la prochaine question, c'est que pensez-vous des bâtons de charbon que l'on met dans les carafes? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou non? Ouais. Ou même les embouts qu'on met à la sortie du robinet qui filtrent l'eau. Bah, de manière générale, on rejoint l'ANSES hein, sur les. Alors déjà, l'efficacité, il faut absolument, si des personnes recourent à ce type de dispositif, bien vérifier enfin, quel est l'objet de ce traitement individuel. Et ensuite, on a plus de dommages collatéraux, surtout s'ils sont mal entretenus, notamment au niveau du risque microbio et bactérien, que de bénéfices. Donc voilà, je reprendrai finalement ce que l'ANSES a mis dans son avis et qui pour moi est étendu à Oui, tous les types de dispositifs individuels. oui, ça a été ce qu'on raconte, c'est parce qu'il y a eu une expertise collective sur le sujet des carafes et justement la notion de bénéfice-risque. Et un Mm. mésusage est plus risqué, il y a le risque bactériologique et que lorsqu'on peut avoir une captation des produits chimiques, derrière, il peut y avoir des relargages importants. En Mm. fait, c'est saturé. Et donc, ça va potentiellement accentuer l'exposition à un certain temps. D'accord, merci. Quelles sont vos recommandations d'entretien pour la robinetterie? Comment, voilà, on entretient notre robinetterie? Le vinaigre blanc. Oui, j'allais dire pareil, bonne question. Effectivement, on n'a pas toujours le réflexe de nettoyer comme pour le fridon. En fait, c'est les mêmes systèmes, hein. Vinaigre blanc de manière assez régulière, bien rincé après, avant de réutiliser. Et voilà, chasser tout ce qui est la partie calcaire, puisque pareil, ça peut être source de développement bactérien. Et de manière générale, voilà, qui est toujours un peu d'eau courante. Donc, si le bâtiment n'a pas été utilisé pendant un moment, vraiment avoir ce souci de purger un peu les réseaux avant utilisation. Quelle eau vous conseillez pour reconstituer un antibiotique? Même si on sait déjà plus ou moins la réponse, mais Et, j'aurais fait la même eau que les biberons, donc l'eau du robinet, sauf situation exceptionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. d'accord. D'ailleurs, concernant l'eau qu'on met dans les biberons, si on utilise l'eau du robinet, maintenant on dit beaucoup qu'il faut on peut utiliser l'eau non chauffée pour les biberons. Du coup, quelle est la température qu'il faut pour les biberons à la température ambiante? Est-ce qu'il faut plutôt faire couler de l'eau froide ou enfin Euh, Eau froide au niveau du robinet, ça c'est important. ouais, d'accord. Et puis après, ça peut être l'eau température ambiante. Très bien. C'est tellement plus pratique. Oui, après, ça va dépendre un peu de si l'enfant accepte la température ambiante ou pas, mais effectivement, s'il l'accepte, c'est très pratique. Et s'il n'accepte pas, surtout tirer de l'eau froide et la chauffer. Et le mieux, c'est de la chauffer pas au micro-ondes, déjà. C'est déconseillé par l'ANSES, puisqu'il y a des risques de brûlure. Et surtout, ne pas la chauffer dans un récipient en plastique. Parce que là, il peut y avoir des échanges importants. Peut-on analyser notre eau du robinet si on paie les frais d'analyse? Donc, c'est une personne voilà, qui est soucieuse du coup de refaire des analyses après les autorités. Est-ce que c'est possible? Oui, alors la seule recommandation, c'est de s'assurer que le laboratoire il est agréé pour les analyses d'eau et, euh, et qui rendent en fait sur accréditation COFRAC. Donc il y a pareil, l'ANSES a mis à disposition sur son site internet la liste de tous les laboratoires agréés pour les prélèvements et les analyses de l'eau. Donc oui, c'est possible. Et ça me permet aussi d'ouvrir une petite parenthèse. C'est pareil sur, il y a parfois des gens qui sont alimentés par des puits privés. C'est utile aussi de faire des analyses pour connaître la qualité de son eau. Il y avait une autre question de mémoire. Comment on peut rendre l'eau de chez soi potable? J'imagine que c'est une personne voilà, qui reçoit de l'eau de pluie. Comment cette eau de pluie peut-elle être rendue potable quand on a un système un peu fermé dans sa maison? Alors là, du coup, ça sort un peu du périmètre de l'intervention. En fait, il y a
enfin, il y a tout un système, mais il faut vraiment qu'il y ait déjà une disconnexion entre le réseau d'eau potable et le réseau utilisé pour notre eau. Donc, ça peut être l'eau de pluie ou d'autres eaux. Par contre, il y a un suivi. Enfin, les textes viennent seulement de sortir et il y a quand même des dispositions à respecter. Euh, Nous, on considère que, enfin, l'eau du robinet, elle a cet avantage, c'est d'avoir un suivi rapproché, qui est géré par des professionnels qui connaissent leur système. Donc, c'est plus facile. Et après, toutes ces nouvelles eaux qu'on peut utiliser, elles ne sont requises que pour certains types d'activités et pas pour tous. Et souvent, pour la partie boisson et hygiène, c'est pas autorisé ou alors avec un niveau d'exigence qui est encore plus important que celui de l'eau potable, parce que justement, il n'y a pas ces étapes de suivi et de traitement. Donc, on pourra répondre plus précisément à la personne, mais, mais voilà. Sachez que l'eau de pluie n'est pas utilisée pour tous les usages et ne remplace pas l'eau potable. Est-ce vrai que les adoucisseurs augmentent la teneur en sodium dans l'eau? Oui, ça peut faire varier en fait la qualité de l'eau au robinet. C'est pour ça que du coup, l'ANSES préconise que au niveau de l'eau froide, l'eau ne doit pas être adoucie. Et en particulier pour les nourrissons, donc pour la reconstitution des biberons. Ah oui, là, tout à l'heure, on a parlé d'entretien de la robinetterie. Qu'est-ce que vous entendez par entretien de la robinetterie? Question de personnes qui travaillent en crèche. Alors, je pense que la question de la personne, c'était les mousses, enfin, c'est les terminaux. Mm. Donc, c'est les bouts, en fait, du robinet qu'il est intéressant, effectivement, assez régulièrement de dévisser pour enlever de manière mécanique le tartre et puis désinfecter, donc, comme on disait, avec du vinaigre blanc, bien rincé avant de le réinstaller. Notre eau est souvent colorée, un peu jaunâtre. Est-ce grave? Est-ce grave, voilà, chez cette personne que l'eau soit un peu jaunâtre? Alors, en fait, il peut arriver que parfois l'eau, elle soit légèrement colorée. C'est des particules de fer ou de manganèse. Ça peut être lié à des changements d'eau. Là, le réflexe à avoir, enfin de courant, euh, là, le mieux, c'est d'appeler en fait l'exploitant du réseau. Donc, vous avez les coordonnées sur la fiche info-facture. Il pourra déjà voir ce qui se passe, vous expliquer la situation et éventuellement caler une analyse. Mais de manière générale, voilà, c'est juste des particules et ça peut être le cas notamment des particules en fer qui colorent de manière un peu sombre et du manganèse aussi. Ce sont... Euh, ok. Oui, allez-y. Alors du coup, tout à l'heure, on a parlé de filtres dans les carafes. Là, une personne parle de billes en céramique. Est-ce que du coup, Le les même billes en principe. céramique... En fait, c'est toujours un peu le même principe. Il faut vraiment à chaque fois vérifier dans la notice quelle fonctionnalité ça peut avoir. Et après, c'est les mêmes recommandations de l'ANSES, en fait. Euh, Ouais, Ça s'applique finalement à tout à tout, système. ouais, on revient à Et, ce que vous et avez en dit tout toute à l'heure. logique, enfin, ce que dit aussi l'ANSES, c'est que euh, sauf situation particulière, l'eau qui arrive au robinet, elle est conforme. Elle répond en tout cas à des normes françaises, mais aussi qu'elle est avec l'Europe et avec l'OMS, qui se veulent protectrices de manière générale de la population. Euh, et donc, il n'y a pas besoin d'un traitement complémentaire à domicile. Et s'il y a, il y a vraiment des préconisations à respecter pour éviter des effets collatéraux qui seraient moins bénéfiques. Peut-on retrouver des hormones dans l'eau potable? Autrement dit, sont-elles analysées? Et quels sont les risques pour la santé de retrouver ces hormones dans l'eau? Euh, Donc du coup, là, on va commencer à chercher de nouveaux paramètres, dont les perturbateurs endocriniens. Pour l'instant, on cherche pas, il n'y a pas de réglementation sur les hormones et les substances médicamenteuses. Il y a une étude de l'ANSES qui date des années 2010 de mémoire,
où ils avaient commencé à regarder, mais pour l'instant, ça n'a pas été traduit en droit français, euh, ni européen d'ailleurs. Donc voilà, c'est des choses qui vont se mettre en route. En fait, dans l'étude sur en tout cas sur les médicaments, hein, c'est les hormones qui proviennent de médicaments. L'étude d'ANSES, elle a regardé, il y a eu des analyses de fait en prévision. Et les doses qui ont été reportées avec les doses de valeur sanitaire, en fait, étaient toujours très en deçà. Donc, c'est ce qui a été mesuré. Je me permets de prendre la parole parce que je vois une question sur le One Health, OK pour la santé, et ça ne veut pas, l'usage des pesticides sur les insectes. On n'est pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Nous, on parle de l'eau du robinet, du risque du robinet. Après, on a bien parlé de préserver la ressource et c'est ce qui était un vrai problème. Mm. Et dans le contexte One Health et dans le contexte de risque voilà, de santé planétaire, on est bien d'accord. Là, on parle de l'eau du robinet. Mais bien sûr, l'objectif, c'est de préserver la ressource. On est bien d'accord avec ça. Mm. Tout à fait. On a vraiment beaucoup de questions. Je suis désolée, on va devoir libérer aussi les intervenantes. Peut-être pour conclure, on va essayer d'apporter peut-être des réponses complémentaires, mais je ne vous le garantis pas aux questions qui n'auraient pas été traitées. Euh, Est-ce que vous avez l'une et l'autre un petit mot de conclusion et peut-être pour répondre à cette question d'entrée globale, euh, est-ce que l'eau présente un risque pour la santé de manière générale? Est-ce que on peut consommer de l'eau du robinet? Et si vous voulez ajouter un autre mot tel que l'approche One Health, Valérie, Camille, pour conclure, est-ce que je peux boire mon eau en toute confiance Alors, aujourd'hui? Vas-y Camille. moi, je travaille sur les perturbateurs endocriniens, je travaille sur les faibles doses, je travaille sur les effets cocktails. On voit ça, j'ai vu également des questions sur les effets cocktails. Et j'entends qu'on puisse s'interroger. L'eau, ça reste la meilleure eau, ça reste la meilleure source d'hydratation. Euh, et je comprends qu'avec les médias, on soit un petit peu alerté. Euh, on parle pas on n'a pas parlé, l'eau, c'est la meilleure boisson, il y a les sodas, etc. Je veux dire, le sucre, ça, c'est des effets néfastes. Et il y a l'alcool, c'est des effets néfastes qui sont avérés. L'eau du robinet, elle est contrôlée. Enfin, en tout cas, ça, je laisserai Valérie là-dessus. Moi, je suis rassurée et je bois de l'eau du robinet. Dans un concept One Health, effectivement, bien sûr, il y a des contaminants dedans. Et pour moi, le principal, c'est de préserver la ressource pour Mm, éviter d'avoir une eau contaminée. C'est mm, essentiel. Et donc là, c'est nos habitudes de consommation. Enfin, bien sûr, c'est les industriels, bien sûr, c'est l'usage agricole, etc. C'est de préserver ça. Et de faire attention à ce que tout ce dont on soit en tête exposé, comme je vous l'ai précisé sur la fin, et de rationaliser un petit peu, se rassurer et de diminuer l'imprégnation. Et il y a aussi les effets des perturbateurs endocriniens qui peuvent être angoissants. Je comprends. Il y a aussi ces notions de seuil. Il y a aussi cette notion c'est pas parce que c'est perturbateur endocrinien, il y a des seuils, je veux dire, il y a des doses qui peuvent, il y a aussi des seuils pour les perturbateurs endocriniens. Les effets qu'on aperçoit, c'est aussi parce qu'il y a une forte imprégnation. Même si ça agit à faible dose, on parle quand même de seuils. Il y a des seuils qui sont certes plus faibles, mais il y a quand même des seuils. Voilà, je suis désolée, j'étais peut-être pas très claire, mais merci Camille. Valérie? Euh, Ce que je dirais, c'est que l'eau, c'est vraiment l'aliment, mais pas seulement l'aliment, c'est le milieu le plus suivi, le plus contrôlé. Et du coup, forcément, on a l'impression que c'est là où il y a le plus de sujets. Et, mais voilà, peut-être que dans quelques années, on se rendra compte finalement qu'il y a d'autres milieux, l'air, les sols, qui sont, qui engendrent une exposition de même niveau, voire supérieure. Donc voilà, rassurer sur le fait que c'est vraiment une surveillance qui est au quotidien, aussi bien pour l'eau embouteillée que pour l'eau du robinet. Euh, et se dire que, ben, oui, en tout cas, nous, en région Pays de la Loire, sauf situation exceptionnelle, sur la base des connaissances actuelles, oui, on a une eau qui est conforme et on a une eau qui peut être bue sans restriction d'usage. ouais. Ça dépend. Merci Ça beaucoup. fera des efforts pour Merci. préserver la ressource. C'est normal C'est ça. voilà, Il y a des de s'en actions, occuper. enfin, effectivement, Mm. mais ça prend du temps. Le temps de l'eau et de l'hydrogéologie est beaucoup plus long
que notre temps à nous. Il y a des nappes qui mettent une vingtaine d'années à se renouveler, donc ça prend du temps. Mais il y a des travaux qui sont conduits par les usagers, les industriels et les Les agriculteurs, enfin agriculteurs. voilà, Mm, l'ensemble des usagers d'un mm, territoire. Et on a tous effectivement notre part de responsabilité sur comment on vit aussi au mm, quotidien. Et mm, surtout nos rejets, comment on gère nos rejets, quels qu'ils sont. mm. Merci beaucoup sur cette conclusion forme One Health et qui dit aussi les différents axes de travaux, de travail qui sont en cours sur la région. Donc, je l'indiquais, il y aura un replay avec un dossier documentaire. Je pense qu'on s'attachera aux réponses pratico-pratiques et à celles qu'on n'a pas pu traiter dans ce webinaire. Merci d'avoir bien voulu prolonger les échanges. Merci aux spectateurs. Merci à Brunil de m'avoir aidé. Euh, je vais clôturer le webinaire. Vous aurez un questionnaire d'évaluation qui va s'afficher. Je vous remercie vraiment de prendre le temps d'y répondre et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore Valérie, merci encore Camille, merci Merci. Brunilde.